nouvelle semaine démarre avec au thermomètre ce lundi 31 degrés estimés à Cotonou environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Sur les traces de l'or à Blanvie à Guessi-Bokor, le décès de cette première conductrice de poids lourd au Bénin au début du mois de la femme a suscité un retour sur son parcours à suivre dans ce journal. Fin des assises initiées par la Haute Cour de justice à Dassa-Zouma. Suivez dans un instant les recommandations issues de ce colloque sur les mécanismes de redevabilité des gouvernants. Et puis, deuxième assemblée de formation et conférence du Rotary Club District 9103. Les participants ont échangé autour du thème « La magie du numérique pour une société inclusive des seniors ». Les détails à suivre. À nouveau, bonjour. Taxi, camion, titan, l'or à Blanvie à Guessi-Bokor est considérée comme la première conductrice de poids lourd au Bénin. Suite à son décès survenu en mars dernier, l'une de nos équipes s'est mise sur les traces de cette femme remarquable qui a longtemps éclaboussé plusieurs corridors sous-régionaux de son courage et son talent. Le reportage est signé Hugues Vingbe et Jocelyn Barika. Parc automobile de Jonquet à Cotonou. De par le visage qu'il présente, ce lieu de stationnement n'a rien d'extraordinaire. Pourtant, c'est d'ici qu'une Amazone des temps contemporains a écrit son histoire et marqué d'un encre indélébile le registre de la conduite routière au Bénin. Pour les chauffeurs rencontrés sur le site, Laure Odilia à Blanvie à Guessi-Bokor est la première femme du Bénin à s'engager dans la conduite de taxi, puis de poids lourds. Je l'ai connue sur ce parc dans les années 91-92. Elle faisait plus que même nous les garçons. Parce qu'elle a l'habitude de faire Cotonou-Lomé, Cotonou-Lagos, et même elle est partie jusqu'à Abidjan. Subitement, je l'ai vue au Nigeria. J'ai dit, mais non, ça c'est étonnant, c'est quel genre de dame ça? Ça, c'est ma première rencontre. Ça. La seconde rencontre, je l'ai croisée sur la voie de Lomé. J'allais aussi à Lomé, j'avais déjà pris une occasion depuis Porte-Novo. Et je disais au chauffeur que, mais on va parler d'une dame là. Je cherchais à prendre l'occasion de la dame. Oh, non, bon, la dame part très tôt le matin, au plus tard, à 3 h du matin, elle est déjà partie. 10 h, 11 h, elle est presque de retour. L'étonnement qu'elle génère auprès de ses pairs est d'autant plus justifié que certains corridors routiers sont émaillés de tracasseries dont la gestion est complexe. Mais c'est sans compter sur sa prestance et surtout son caractère bien trempé qui lui permettent de relever le défi. En témoigne cette dame rencontrée chez l'une de ses filles. Car étant nous l'on mis le douanier là et mi pour dire tagbatano et bien tout mi azoré vers town. À moi milé et mi le son gligben dans pantalon mais j'ai mis non. Laure Odilia à Blanvie à Guessi-Bokor, c'est l'autre nom de l'audace, mais aussi de la philanthropie. Oui, mais de oui on nous beto. Oui on nous zo. Nous n'ame donné ni ame et non so carré bouté bu mon n'ame. Kokoto me fie de fine ba monnaie beto gégé we na y carré. On savait que maman va régulièrement à Lomé et nous ramenait du pain et beaucoup d'autres cadeaux. À l'échelle nationale, Laure Odilia à Guessi-Bokor est à ce jour l'une des rares femmes à embrasser la carrière de transporteur. Une situation que déplore le président point focal de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, les femmes du Bénin n'ont pas emboîté son pas. Il fut un temps, on m'a même demandé d'envoyer 2 femmes conductrices pour une réunion à Abidjan, je n'ai pas pu. Alors qu'à Abidjan, il y a des femmes qui conduisent des titans, des camions, des cars. Laure Odilia à Guessi-Bokor a été inhumée samedi 5 avril 2025. Le colloque sur les mécanismes de redevabilité des gouvernants organisé par la Haute Cour de justice a pris fin le week-end écoulé. 3 jours durant, les acteurs à divers niveaux de l'institution ont échangé sur les conditions et cadres légaux en vue de faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la
redevabilité démocratique. Les travaux ponctués de plusieurs communications, des travaux en atelier suivis de débats généraux se sont soldés par de nombreuses recommandations. Imette Hélène Amousso pour plus de détails. Les travaux ont été lancés en présence des juges de la Haute Cour de justice, les membres du ministère public, de la Chambre de l'instruction, du greffe, les représentants de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle, Cour suprême, de la Cour des comptes et autres. Les 3 journées d'échanges scientifiques ont permis de mettre en lumière les défis et les enjeux fondamentaux du mécanisme de redevabilité des gouvernants dans les systèmes juridiques et institutionnels de notre pays. Nous avons bénéficié des réflexions d'une grande richesse mettant en évidence les forces et les faiblesses du cadre actuel ainsi que des pratiques issues d'expériences comparées. Mesdames et messieurs, il est indéniable pour l'heure, à la lueur de ces expériences et de nos espérances, d'affirmer sans le moindre doute qu'une réforme est nécessaire, voire urgente pour faire de la Haute Cour de justice et, là je cite, une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Les débats, analyses et réflexions ainsi que les divers travaux en atelier menés lors de ce colloque ont conduit à la formulation de plusieurs recommandations dont certaines d'ordre général et d'autres spécifiques. Sur les recommandations d'ordre spécifique, on peut citer entre autres l'instauration du principe d'unicité du parquet à la Haute Cour de justice, étendre l'office du procureur général près la Chambre de l'instruction à ses substituts et lui donner plus de marge de manœuvre. Donner plus de pouvoir à la Chambre de l'instruction, la création d'un greffe central à la Haute Cour de justice pour des raisons de sécurité et d'archivage des actes. La création d'une chambre de contrôle juridictionnel faisant office de chambre d'appel à la Haute Cour de justice. Donner au procureur général près la Haute Cour de justice le pouvoir d'autosaisine en cas de défaillance de l'Assemblée nationale. Remerciant les uns et les autres pour leur riche apport et contribution lors de ces assises, en vue de renforcer l'efficacité de l'institution, le vice-président de la Cour constitutionnelle, au nom de la présidente de la Haute Cour de justice, a pris la résolution de partager et de défendre les conclusions des travaux. 200 jeunes de la commune d'Abomey-Calavi formés en pisciculture hors sol. C'est une initiative de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi SICA à travers son programme de reconversion professionnelle et d'accompagnement des entrepreneurs SICA prépare. L'objectif de ce projet, donner aux jeunes l'opportunité de non seulement apprendre mais aussi de s'essayer à l'entrepreneuriat. Voici le compte rendu de Virgile à Rodagnon pour plus de précisions. C'est dans l'action concrète, l'apprentissage appliqué et l'audace d'entreprendre que se bâtit une nation forte et c'est à cela que vous vous engagez aujourd'hui. Voilà un passage clé du discours de Jean Lokossou au moment de lancer cette formation en pisciculture hors sol. L'initiative de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi SICA mobilise dans cette salle 200 jeunes. À vous, jeunes et jeunes femmes, je veux dire ceci. Vous ne recevez pas aujourd'hui une simple formation. Vous héritez d'un levier. Un levier pour insuffler à votre quotidien une nouvelle trajectoire. Vous repartez avec un savoir-faire, un kit de démarrage et un réseau, mais surtout avec la clé de votre autonomie. Cette formation porte essentiellement sur 2 espèces, les clarias et les tilapia. Elle relève de la mise en œuvre du projet PREPA, programme de reconversion professionnelle et d'accompagnement des entrepreneurs SICA. Il vise à développer chez ces jeunes les connaissances indispensables au démarrage d'une entreprise. Introduction à la pisciculture, alimentation et nutrition, reproduction et alevinage, suivi technique et gestion sanitaire sont les différents modules prévus. Nous voulons répondre à beaucoup de choses. Il y a la diversification des revenus, la reconversion professionnelle. Il y a aussi pour la société une réduction du chômage. Il y a également la sécurité alimentaire. Le gouvernement aujourd'hui est en train de vouloir interdire l'importation des produits congelés. Alors, un palliatif doit être trouvé. Donc, la pisciculture qui serait une occasion de pallier à ce manque qu'il y aura sur ce secteur-là. C'est d'abord avant tout une fierté
une fierté pour moi que ceux qui sont venus après nous aujourd'hui ont passé le niveau supérieur. Ils ont identifié un besoin qui existait, notamment autonomiser les jeunes à pouvoir se réorienter et choisir une nouvelle voie pour certaines personnes. Le projet Prépa a commencé depuis l'année passée avec la reconversion professionnelle de 150 jeunes formés en achatiniculture. Les bénéficiaires de la présente formation, comme ceux de la cohorte précédente, auront des facilités d'écoulement de leur production grâce au réseau de débouchés déjà négocié par les initiateurs. À l'issue de la formation, quelques participants se sont prononcés sur la pertinence de ce programme initié par la JCI à Bomekalavisika. On les écoute au micro de Virgile Rodin. Cette initiative, c'est une très bonne initiative parce que ce n'est pas pour la première fois que la JCI organise ces formations. J'avais déjà participé à l'une de leurs formations qui est l'escargot et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et le formateur a bien expliqué. Après, on va sur les sites pour les pratiques au fait. Donc, je dirais 50% théorie et 50% pratique. Et l'accompagnement est au top. C'est à cause de ça que j'ai décidé de revenir faire la formation en pisciculture pour me former pour mon bien-être et pour le bien-être de la population. Donc, je crois que c'est bien tombé quand même cette initiative pour permettre surtout aux jeunes maintenant, au lieu d'aller faire la pagaille qu'ils ont l'habitude de faire, d'aller faire les trucs de gaille et tout ça, de leur permettre en fait de pouvoir eux-mêmes s'assumer et comment on l'appelle, s'assurer comment on l'appelle, un avenir heureux, quoi. C'est mieux. Avec ça, on ne risque pas la prison. Avec ça, on ne risque pas de faire du tort à son prochain. Donc, je trouve que c'est bien fait. Je vais demander aux jeunes, s'ils entendent parler de ce programme encore pour la prochaine fois, de ne pas hésiter. Je suis arrivée, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis une mangeuse de tilapia, j'aime beaucoup le tilapia. Mais aujourd'hui, je suis en train d'apprendre moi-même comment est-ce qu'il faut l'élever. Et à long terme, je vais commencer à le commercialiser. Donc, je vais entreprendre par rapport à ça. Donc, je vais demander aux jeunes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de faire quelque chose. S'ils n'ont pas trouvé autre chose à faire, je leur dirais que l'élevage de poissons est quelque chose qui peut leur apporter beaucoup de choses. Dans la suite de cette édition, on parle d'un atelier pour évaluer les engagements des acteurs communaux en lien avec l'outil CISAN du projet Cascade à Natitengu, organisé par CARE International et l'Association nationale des communes du Bénin NCB. Cette évaluation vise à renforcer les politiques nationales en nutrition dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition chez les femmes et les enfants. Alassane Arona. Le présent atelier qui mobilise plusieurs acteurs de l'administration des communes du Nord Bénin autour des responsables du projet Cascade vise à une évaluation de ces acteurs dans la mise en œuvre du dit projet. Un projet de CARE International qui ambitionne de renforcer les politiques nationales en nutrition dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition au sein des couches vulnérables. Quand nous parlons de sécurité alimentaire et les documents politiques, je pense que tout ce que nous avons comme documents politiques, stratégiques, qui sont au niveau des différents ministères, qui sont sensibles à la nutrition, se retrouvent dans les documents politiques au niveau des communes. Et donc, si nous voulons renforcer les politiques au niveau national, il faut qu'on touche aussi les politiques au niveau local. Nous avons des regards, nous, à l'instant T, sur les communes d'intervention du projet Cascade, pour voir comment les acteurs que nous avons renforcés sur cet outil ont pris en compte l'outil. Consciente de l'importance de cet outil stratégique dans le développement des communes, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, accorde un intérêt particulier à ce projet. L'ANCB est à la quête de tous les instruments qui sont susceptibles d'aider les acteurs communaux à relever les défis qui sont les leurs. Et dans cette quête, nous avons eu la chance de tomber sur un outil formidable qu'on appelle CISAN, score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les documents de planification. Et cet outil aide véritablement les communes à améliorer leur performance en ce qui concerne la prise en compte de cette thématique-là.
Et donc, nous avons aussitôt pris sur nous de définir des stratégies d'appropriation. Pendant 3 jours donc, les différentes parties prenantes vont procéder à l'évaluation de ce document adapté aux communes pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition au sein des communautés. Plusieurs communications vont mobiliser ces assises, dont entre autres un point sur la mise en œuvre de la feuille de route sur l'outil CISA dans les communes d'intervention et une présentation des défis et contraintes liés à l'utilisation de cet outil. Cotonou a abrité vendredi 11 avril 2025 la deuxième assemblée de formation et de conférence du district 9103. Les membres proviennent des clubs Rotary du Bénin, du Togo et du Niger. Un moment pour eux de réfléchir sur le thème « La magie du numérique pour une société inclusive des seniors ». L'événement a connu la présence de 2 ministres du gouvernement, celui en charge de la santé et celle de l'économie numérique et de la digitalisation. Teddy Goudalo nous en dit plus. Ce rendez-vous du district 9103 du Rotary International à Cotonou est le 2e dans l'histoire. Les participants à cette assemblée de formation et conférence du district proviennent des clubs Rotary du Bénin, du Niger et du Togo. Cette rencontre d'envergure va leur permettre de réfléchir sur l'impact des technologies numériques pour améliorer la vie des personnes âgées. Pour ceux qui se posent encore la question de savoir pourquoi une conférence de district et pourquoi chaque année, je répondrai simplement pour vous préciser que cela fait partie de notre formation et de notre information rotarienne. La conférence nous donnera l'occasion de suivre la présentation des dernières actualités du Rotary International donnée par le représentant de la présidente Stéphanie Youchik. Vous êtes un jeune district avec une équipe dynamique et vous avez déjà initié de nombreuses actions qui ne passent pas inaperçues. L'organisation rigoureuse de cette conférence AFCD Cotonou 2025 en est une preuve éclatante. La magie du Rotary commence par l'expérience vécue dans le club. Un Rotary fort, c'est d'abord un club vivant, accueillant, chaleureux et inspirant. Chaque membre doit y trouver sa place. L'événement est une occasion pour le Bénin qui l'abrite de mettre en valeur ses richesses culturelles et touristiques. En marge de cette AFCD, 2 ministres du gouvernement béninois se sont fait représenter. Ils ont chacun reconnu la pertinence du thème qui mobilise les attentions. La magie du numérique pour une société inclusive des seniors. Le thème objet de la présente conférence nous rappelle que l'inclusion n'est pas seulement une exigence sociale, mais aussi une valeur humaine fondamentale. Cette inclusion doit s'appliquer à toutes les générations, en particulier aux personnes qui ont tant donné à notre société, en l'occurrence nos aînés. Pour moi, mesdames et messieurs, les seniors représentent une force vive de notre société. Et ils sont détenteurs de savoir, de mémoire, d'expériences précieuses. Moi, je considère aujourd'hui que pour un senior, le numérique peut être la nouvelle fontaine de jouvence. Le district 9103 appartenant à la région 26, zone 22 du Rotary International, couvre le Bénin, le Niger et le Togo. Il réunit des leaders passionnés qui s'emploient à construire un avenir meilleur à travers des actions concrètes pour la paix, la bonne santé, l'éducation, la protection de l'environnement et bien d'autres causes. Sport pour finir, plus de 200 participants mobilisés pour l'édition 2025 de la pratique sportive dénommée Cotonou à vélo dans la matinée de ce dimanche 13 avril sur une distance de 20 km. Il s'agit d'une initiative de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin qui se tient chaque année en collaboration avec la Fédération béninoise de cyclisme. Candide Ronrento et Eda Mpevi. Un nouveau rendez-vous de pratique de vélo dans la capitale économique du pays honoré pour l'ambassade des Pays-Bas au Bénin et les fanatiques de bicyclette.
Loin d'être une compétition de course à vélo, c'est une activité saine et sportive qui promeut depuis quelques années au Bénin, en particulier à Cotonou, une pratique qui est un mode de vie aux Pays-Bas. On veut transmettre cette idée, cette philosophie ici à Cotonou. Et je vois chaque année plus de potentiel. À mes balades régulières ici à Porte-Pêche, je vois des amis et des fanatiques de bicyclette, et chaque fois de plus en plus. Mais aussi en termes d'infrastructure physique, je vois de développement et de nouvelles routes à découvrir. Et ça, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour cette 7e édition de Cotonou à vélo, les participants ont droit à une balade dans la ville, spécialement sur la corniche d'Apapa. Jeunes et personnes âgées, sans oublier les tout-petits, chacun de son côté est allé à son rythme en restant fidèle à la philosophie de l'initiative de l'ambassade des Pays-Bas. Durant environ 2 heures de temps, le peloton a parcouru les 20 km retenus cette année, du Palais des Congrès à la Corniche, pour le retour au point de départ. C'était un grand plaisir ce matin de se promener à la marine, à la Corniche. L'ambiance était bon enfant. On a roulé à une vitesse, je veux dire, totalement normale avec des enfants, d'accord. Il y avait une bonne sécurité, il y avait les policiers qui étaient là. Ils nous ont bien indiqué la voie, comment faire pour ne pas nous blesser et tout ça. Pour moi qui milite pour la préservation de l'environnement et qui voudrait qu'un jour on ait à Cotonou une journée sans voiture, c'est l'exemple que c'est faisable et qu'on peut mobiliser une matinée comme ça pour amener tout le monde à faire du sport, à marcher, à faire du vélo et à préserver l'environnement et en tenant compte de la santé. Donc pour moi, c'est une magnifique expérience. Cet événement de promotion des bienfaits de la pratique du vélo sur la santé intervient à quelques semaines de la fête nationale des Pays-Bas, célébrée le 27 avril de chaque année, et le Tour cycliste international du Bénin prévu démarrer le lendemain, soit le 28 avril 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.